Bienvenue sur Mechapod, le podcast des passionnés de mécanique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mechapod. Je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour vous parler plutôt de deux marques de moto françaises nommées Mania de Bon et Terreau. Avant de vous raconter cette histoire, je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur de nombreuses plateformes comme Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, sur mon site internet mechapod.com avec un accent aigu sur le E, ainsi que tout récemment sur YouTube et YouTube Music, ce qui vous permet d'activer les sous-titres dans les langues de votre choix. Suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram pour être tenu informé des dernières nouvelles et avoir des photos et informations complémentaires aux épisodes. Cet épisode sera probablement le plus long enregistré jusqu'à présent, puisque l'histoire de ces deux marques est pleine de rebondissements. Commençons par découvrir l'histoire de Mania de Bon. C'est en 1893 que fut créée cette entreprise de l'association de Joseph Séraphin Mania, horloger, autodidacte et inventeur, et de Louis-Auguste Debon, ingénieur mécanicien. L'entreprise avait ses locaux dans la ville de Grenoble. L'histoire de la firme est longue et débute en 1890 lorsque Joseph Mania fait construire et suit la réalisation d'un tricycle chez J. Jellifer et compagnie. L'exécution en est confiée au contremaître Louis Debon, qui devient de fait son collaborateur. Entre 1891 et 1892, Louis Debon fait construire en grande hâte une usine sur un terrain appartenant et financé par Joseph Mania. Le bâtiment de 2 étages avec comble est composé d'un très vaste atelier moderne, chauffé, et de 2 magasins au rez-de-chaussée, l'un donnant sur la cour, l'autre sur la rue, et enfin de bureaux aux étages. En 1893, l'usine est achevée. Nos deux compères ont flairé un marché en pleine expansion. En France, circulaient déjà 256 000 bicyclettes. L'usine démarre alors la production sur les chapeaux de roue. L'association entre Joseph Mania et Louis Debon est effective, et ce dernier crée la manufacture de vélocipèdes Louis Debon, constructeur. Cette manufacture produit les cycles Mania dont le magasin est en façade de l'usine. Premier agrandissement de l'usine en 1895. Cette année-là, les compères font breveter 2 systèmes de freins pour bicyclette, l'un à levier et l'autre, dit invisible, actionné par une pression du pouce de la main droite vers le bas. La tringle de commande est dissimulée dans la potence du guidon et dans le tube de direction, et un patin unique débouche au centre de la fourche et appuie sur la bande de roulement du pneu, ce qui ralentit le vélo. Arrive l'année 1899, celle où l'entreprise s'agrandit encore. En effet, Louis Debon fait construire sur un terrain en vis-à-vis un nouveau bâtiment. Celui-ci comprend un magasin qui commercialisera les cycles Debon, des bureaux, un atelier, et il est surélevé de 4 étages pour le logement de sa famille et de son personnel. Le terrain appartenait à Joseph, mais comme il n'a pas financé cette nouvelle section de l'usine, il décide de rétrocéder le terrain à Louis. 1899 sera aussi l'année où nos compères déposeront un étonnant et révolutionnaire brevet, celui du moteur équilibré et anti-vibrateur. Le moteur est un bicylindre à plat transversal, flat twin, avec une seule chambre d'explosion créée par 2 pistons travaillant en opposition, c'est-à-dire l'un face à l'autre, au moment de la compression. La calotte des 2 pistons, à 3 segments, est concave. Ainsi, la chambre d'explosion est pratiquement sphérique. Le vilebrequin a une vitesse maximum théorique de 1000 tours minute. Grâce à la conception du moteur, la pression latérale du piston sur le cylindre est très faible, occasionnant peu de frottement et d'échauffement. Mais les distorsions du cylindre devaient entraîner une modification du volume de la chambre de combustion, ce qui n'est pas très efficace. L'admission et l'échappement sont réalisés par une boîte à clapet obstruée par 2 soupapes automatiques et une soupape commandée, afin de permettre un meilleur remplissage du cylindre ou une meilleure évacuation des gaz brûlés. Un tambour a été installé dans la boîte à clapet et crée un effet venturi. Ainsi, les 3 soupapes sont soumises alternativement à un courant de gaz frais ou chaud, limitant leur distorsion. Enfin, un pignon calé en bout de vilebrequin engraine un pignon à came unique.
Un dispositif commandé par un levier permet de créer un retard ou une avance à l'admission des gaz en déplaçant le poussoir de l'unique soupape commandée. D'après la descriptive du brevet, nous pensons que ce moteur fonctionne soit sur le cycle à deux temps, soit sur le cycle du moteur diesel. C'est aussi ce que disent les descendants de la famille par rapport à leurs souvenirs. Il semble bien qu'une explosion est créée à chaque compression, que l'unique soupape commandée en restant ouverte pendant tout le temps de l'échappement crée une dépression dans la boîte à clapet, ce qui provoque son remplissage en mélange d'air frais en fin de cycle. Chaque piston découvre en bout de course une lumière qui permet l'évacuation brusque des gaz brûlés, provoquant ainsi un violent appel du mélange dans le cylindre qu'il ne reste plus qu'à comprimer et enflammer. Malheureusement, nous ne connaissons pas les résultats d'éventuelles expérimentations menées par Louis et Joseph, car il n'existe plus aucun exemplaire de ce moteur. Nous voici arrivés au 6 janvier 1990. Une demande de création de société est déposée par Louis et Joseph sous le nom de Manufacture de cycles et automobiles Mania et Debon. Le logo sera un globe terrestre avec les contours des continents, posé sur un nuage barré de 3 bandeaux sur lequel on peut lire Cycle Mania, Mania et Debon, constructeur. La production reste essentiellement tournée vers le cycle, la sous-traitance industrielle, la réparation et la préparation automobile. Les études se concentrent sur les systèmes de démultiplication pour cycle, nécessité première pour cette région montagneuse. En 1901, Joseph Mania met au point un carburateur pour automobile qu'il revendique comme, je cite, basé sur les principes les plus précis de la physique, la plus rigoureuse, par un très subtil système de compensation en récupérant toute déperdition d'essence inutile, active la combustion, assure le fonctionnement de tous les rouages et réalise de la sorte une économie considérable. C'est une sensible amélioration, et tous les chauffeurs expérimentés se hâtent des bicycles, des tricycles et des automobiles. Fin de citation. Ce carburateur devait avoir des qualités indéniables puisqu'un particulier mettra en vente le 1er juin 1902 sa voiture de Dion Bouton type D à carburateur Mania avec la présence de ce carburateur comme argument de vente. L'activité majeure de l'usine reste le cycle. Pour asseoir définitivement la marque, celle-ci innove encore sur les changements de vitesse pour cycle qui permettent de grimper les côtes des massifs alpins locaux avec un système de rétropédalage et un système par boîte à pédalier à engrenage à 2 et 3 vitesses ou avec un moyeu arrière à 3 vitesses. Ce dernier système est breveté en 1902 au Royaume-Uni. C'est aussi l'apparition d'un nouveau type de frein qui est monté sur la roue arrière. Ainsi, le cycle et les activités de sous-traitance industrielle vont induire les investissements nécessaires à la recherche sur les véhicules motorisés et à la fabrication de motocyclettes. 1904 signe un tournant dans l'histoire de la marque. En effet, les commandes affluent, ce qui pousse Joseph Mania à stopper la marque des cycles et automobiles Mania, ainsi que la marque L'Étoile des Alpes, pour ne conserver que la marque Mania et Debon. La plaque de cadre reste identique, barrée par ces 3 bandeaux où l'on peut toujours lire Cycle Mania, Mania Debon, constructeur. Mais une étoile surmonte maintenant le globe terrestre et le nuage est remplacé par un bandeau stylisé marqué Grenoble. En août, le Touring Club de France décerne 2 médailles d'argent à la manufacture Mania et Debon, l'une pour le changement de vitesse de type rétro-direct à 2 chaînes, système ayant l'avantage de supprimer le point mort lors du rétropédalage. L'autre pour les 2 freins surjantes en acier ouvré et forgé, ce qui équipe toute la gamme et dont l'efficacité a été mise en évidence par les dernières courses de Vilo. Ces 2 médailles récompensent des machines au fini irréprochable, de bonne et de loyale fabrication, ce qui est confirmé par le rapport général du concours de la commission du TCF, dans lequel sera écrit « La commission tient à rendre hommage à la bonne qualité des machines Mania Debon et aux efforts que cette maison a fait pour la satisfaire. » Ces bicyclettes étaient parmi celles très rares dont tous les organes étaient en parfaite harmonie, soignés, finis, étudiés dans tous les détails et d'une fabrication uniforme. 1905 sera un nouveau tournant pour la marque avec la création des premières motos à moteur Mania Debon.
Le père du moteur est Arthur Moser, ingénieur suisse qui rejoint l'équipe cette année-là. Il sera nommé directeur de la manufacture. Nous voici en 1906. La manufacture Magna et Debon devient partenaire officiel du Motorcycle Club dauphinois en parrainant son comité d'organisation. Les deux associés acquièrent les anciens locaux de l'autogarage J. Jallifer et compagnie, qu'ils aménagent plus spécialement en garage pour la transformation, la préparation et la réparation des automobiles. Le magasin de l'usine est transformé et Paul Cotte en prend la direction. En octobre, la manufacture ouvre un magasin de vente et de réparation sous la même direction. Ce garage sera un atelier et un magasin multimarque. La volonté des associés est de proposer tout ce qu'il se fait en gardant en pièce centrale leurs produits. Deux motocyclettes sont alors proposées, la rapide légère de 331 cm3 pour un poids de 45 kg, ainsi que la légère pour tourisme de 248 cm3 pour un poids de 40 kg. Le 17 avril 1908 marque l'entrée de Arthur Moser à la direction de l'entreprise aux côtés de Joseph et Louis. Sur les motos, la partie cycle évolue. La partie arrière est moins haute, permettant de monter deux roues de diamètre identique. La selle est plus basse, descendant le centre de gravité de la machine pour un meilleur équilibre. Et elle est placée à la verticale et perpendiculairement à l'axe de la roue arrière, ce qui permet d'optimiser parfaitement l'adhérence et la motricité. Toutes les machines sont équipées de deux freins à serrage latéraux. La moto se trouve très ramassée, lui donnant une allure plus trapue. Ce cadre est proposé sur la moto touriste équipée d'un nouveau moteur toujours incliné, donnant un rendement surprenant en côte avec une transmission à double démultiplication. Le poids de la moto touriste est de 35 kg environ. Seul un très petit nombre de ces motos est parvenu jusqu'à nous. La rapide légère, produite en 3 versions, et le catalogue nous précise qu'elle a été mise au point sur les côtes formidables du massif de la Chartreuse, ce massif montagneux proche de Grenoble. La première version, dite route, affiche un embonpoint avec son réservoir contenant 5 litres d'essence et 1,5 litre d'huile, avec des pneumatiques plus larges. Elle pèse 45 kg. La seconde, dite course, est équipée d'un guidon de course emprunté à la moto touriste. Quant au moteur, il fait l'objet de plus d'attention car il subit une préparation toute relative. Cette machine de 40 kg n'est accessible que sur commande et permet d'atteindre une vitesse de 80 km/h. Enfin, la dernière n'apparaît pas au catalogue. Elle a une transmission finale par chaîne. Un pignon calé en bout d'axe de vilebrequin entraîne une chaîne de type bicyclette, qui commande une couronne fixée sur le moyeu de la roue arrière munie d'un amortisseur. Mais la clientèle n'a pas suivi l'idée, trop brutale au démarrage, sans un rudimentaire embrayage, c'est-à-dire que dès que le moteur fonctionne, la chaîne est entraînée et pour s'arrêter, il faut donc caler le moteur. 1909 marque une première rupture. Louis Debon quitte la société. Il conserve l'un des garages qu'il nommera l'autogarage Louis Debon. Et son nom perdurera avec son fils et son petit-fils. Son fils produira même des motos quelques années plus tard en nom propre. La société de Joseph et Arthur devient alors la manufacture de cycles et motos Magna Debon et l'objet est la fabrication, la vente, l'achat et la réparation des cycles et motocyclettes avec changement de statut au 19 novembre. 1911 marque une nouvelle rupture avec le départ de Jules Escoffier, ingénieur de talent aux côtés de Moser. Ces derniers ne sont pas d'accord sur les choix techniques et Escoffier préfère quitter le navire. En effet, Jules est convaincu qu'il faut utiliser un moteur en V à boîte de vitesse alors que Arthur ne jure que par le monocylindre. Moser le laisse partir, mais le jeune ingénieur ne pourra pas exercer dans la région grenobloise. On lui propose donc de s'installer à Lyon et de devenir agent de la marque. Ce qu'il fera, puis Escoffier créera sa société quelques années plus tard aux côtés de Marcel Kohler et ils créeront la marque Kohler-Escoffier. Malgré ce départ, Moser innove et pour la première fois propose une machine dont le nouveau moteur de 346 cm3 est équipé de soupapes latérales, c'est-à-dire qu'elles sont à côté du piston, tête en bas par rapport au système existant aujourd'hui.
Je vous posterai une photo sur les réseaux afin d'illustrer ce système. Le moteur est monté dans le même cadre que la moto touriste. Celle-ci devient la rapide légère. Ce moteur est en avance sur son temps car la distribution est assurée par un arbre à une seule came qui permet de limiter les pièces en mouvement, commandées par une casquette de pignon ajourée. Les deux gros volants moteurs permettent une grande régularité cyclique et une bielle forgée à une section en lame de dague, procédé qui ne sera repris sur quelques machines de course que des décennies plus tard. La société a mis longtemps à venir au moteur à deux soupapes commandées, car celui de type à admission automatique est très performant et très fiable, satisfaisant la clientèle montagnarde de l'époque. S'il semble bien archaïque, il faut comprendre que celui-ci avait atteint chez Mania de Bon son évolution ultime qui n'avait pas été maîtrisée par les marques concurrentes, qui durent en venir plus rapidement aux soupapes commandées. En effet, Arthur Moser avait réussi à maîtriser l'adéquation entre le débit du mélange provenant du carburant et le tarage du ressort de la soupape d'admission automatique. 1912 voit la naissance de la mythique 400 courses, moto de 400 cm3 qui peut se vanter d'être la première moto française à moteur culbuté. Elle est encore aujourd'hui très recherchée des collectionneurs et elle gagna de nombreuses courses. En 1913, l'évolution majeure se trouve dans le carburateur qui reçoit trois innovations. Une prise d'air supplémentaire réglable, un gicleur calibré de 6 à 7 dixièmes et une cuve de flotteur réglable, afin de pallier les changements barométriques de température et d'altitude, le tout réglable au guidon. On comptera aussi sur une motorisation monocylindre de 400 et 500 cm3, toutes équipées de soupapes culbutées en tête. Cette même année, et à la demande insistante de la clientèle, est commercialisée une nouvelle motocyclette de 69 kg qui sera équipée d'un nouveau moteur. Ce moteur est un bicylindre en V à 45 degrés de 500 cm3 et à soupape en tête commandée par 4 cames indéréglables. L'engin file à une incroyable vitesse de 115 km/h. C'est la machine la plus rapide et la plus perfectionnée fabriquée en série sur le marché français. L'année suivante, soit en 1914, la manufacture compte plus de 400 employés et elle se situe parmi les 10 premières sociétés du département. Le mono 500 cm3 est abandonné au profit du 500 cm3 en V à 45 degrés. Moser, qui est un fin fervent défenseur du monocylindre, on se souvient du départ de son acolyte Escoffier à cause de ça, se défendra en disant dans la presse « Beaucoup de nos clients auparavant, partisans du moteur à 2 cylindres, étaient étonnés que l'on puisse arriver avec un moteur monocylindre à une souplesse pareille. Concernant ce type, nous continuons d'affirmer qu'un moteur à 2 cylindres souple est supérieur à un mono brutal, mais obtenir toute la souplesse désirable avec un monocylindre, c'est mieux. Nous disons mieux, car un moteur à 1 cylindre est forcément beaucoup plus simple, afin de pouvoir satisfaire nos clients amateurs de grande vitesse ou pour pouvoir à l'occasion remorquer un sidecar, nous construisons une moto 2 cylindres en remplacement du modèle de 1 cylindre de 1913. Lorsque l'on dépasse une certaine cylindrée, on ne peut pas empêcher le moteur de produire des vibrations par suite de la trop grande force des explosions. Dans ce cas, il est préférable d'avoir recours à 2 cylindres qui divisent, en somme, la force des explosions en deux. Cette année 1914 marquera celle de la gloire en pétition de la marque Mania de Bon. Voici la liste des quelques victoires du bicylindre. Première place du Marseille-Monaco le 22 février. Première et seconde place du Marseille-Nice le 12 avril. Seconde place de la course de côte de Reims le 19 avril. Seconde place du Lyon-Bourg-Lyon le 19 avril. Première place du Montaut Club de l'Est le 3 mai. Première et seconde place du Critérium Côte d'Azur Motocyclette le 3 mai. Première place du Paris-Rouen-Paris le 17 mai. Seconde place du Circuit du Sud-Ouest le 17 mai également. Première et seconde place de la catégorie 500 cm3 à la course de côte de Val-Suzon, organisée par l'AC Bourguignon en juillet. Mauvaise année pour Moser, qui, dès la déclaration des hostilités, est expulsé de France,
car la Suisse a adopté une attitude quelque peu pro-allemande. Celui-ci est mobilisé et versé dans le service auxiliaire de l'armée suisse. Il déclarera son attachement à sa région d'adoption en août dans la presse. Dès la fin 1914, l'usine est en partie réquisitionnée pour participer à l'effort de guerre et produire des munitions. Début 1915, Joseph Magna se retire de l'entreprise et cède ses 53% de parts à un industriel grenoblois, Victorin Villard. Moser fait modifier les statuts de l'entreprise afin de permettre à Villard de diriger pendant son absence. À partir du 1er avril, et suite aux décisions du maréchal Foch d'augmenter les productions de munitions, la manufacture doit déplacer sa production de motos. Pour ce faire, elle louera un terrain attenant sur lequel elle fera bâtir un atelier de production. Après la perte rapide de la main-d'œuvre qualifiée appelée au front, la manufacture embauche des ouvriers ayant échappé à la mobilisation, ouvriers civils, jeunes, âgés et des femmes. Très vite, elle va bénéficier d'affectés spéciaux, de détachés et de mutilés, retrouvant ainsi ses effectifs d'avant-guerre. Très vite, l'état-major commande une motocyclette qui reçoit des spécifications propres, prenant la dénomination de type aviation. Elle pèse 80 kg et elle est affectée en particulier au service de la cavalerie pour des liaisons de l'aviation et aux liaisons des observateurs en ballon de l'artillerie. Elle n'apparaît pas au catalogue puisqu'elle sera réservée à l'armée. Le moteur de cette 400 aviation est le bicylindre en V à 45 degrés avec une puissance revue à la hausse. Un démarrage à manivelle qui lance une boîte 2 vitesses avec levier de sélection au niveau du châssis. Il s'agira du premier modèle à boîte de la marque. Les modèles monocylindres et bicylindres en version civile seront eux aussi fournis à l'armée. L'année 1917 verra le retour de Arthur Moser en France. Les 400 aviations, les monocylindres et les bicylindres ont conquis le service des estafettes des divers régiments. Et gageons que ceux-ci ne demandent leur remplacement que par des machines de la même provenance. L'année précédente a vu arriver avec les Anglais des motos à moteur flat twin, soit bicylindre à plat. Le haut commandement français demande alors le même type de moteur en 400 cm3. À l'automne, Moser se mit au travail pour développer cette nouvelle machine. En ce début d'année 1918, l'état-major valide la motocyclette et la commande s'élève à 2500 unités. La production débute alors dans la hâte. Les machines doivent être fournies le plus vite possible car l'état-major prévoit la reprise de la guerre de mouvement. L'effectif de la manufacture Magna de Bon atteint 450 employés. L'entreprise se restructure en réduisant sa production de cycles. Elle bénéficie d'un surcroît de personnel provenant des affectés spéciaux et des détachés en usine de guerre. Cette main-d'œuvre spécialisée est employée à la production de cette nouvelle machine. Les livraisons affluent, mais le 11 novembre, l'armistice est signé. La production s'arrête net. 1918 verra s'éteindre les deux fondateurs. D'abord Louis de Bon, le 10 septembre, puis Joseph Magna, le 6 décembre. La série noire continue. Nos alliés quittent la France et ils bradent leurs motos qu'ils ne peuvent pas rapporter, provoquant involontairement une chute des prix, en particulier pour les motos. En effet, les Harley-Davidson ou les Indian sont vendus moitié moins cher que celles proposées par nos constructeurs. Ce fait est encore accentué par la crise économique qui sévit due au contre-coup de cette grande guerre et qui voit une inflation des prix de plus de 200%. La grippe espagnole n'arrange pas les choses, elle sévit lourdement et fauche une partie de nos compatriotes, comme si les malheurs de la guerre et ses 1,8 million de morts n'avaient pas suffi. La manufacture ne produit que 2 modèles de moto en dehors des cycles, le monocylindre 400 cm3 et la version civile du bicylindre aviation. Mais cette moto, malgré ses nombreuses innovations techniques, sera un échec commercial. Son prix n'est pas en ligne avec le pouvoir d'achat des Français. En effet, ces derniers ont les moyens d'investir dans des motos de petite cylindrée, peu coûteuses et économiques. Le 4 novembre, Arthur Moser, qui souffrait de dépression et de fatigue importante, se suicida d'une balle de revolver dans la tête. Le malheureux ne décédera que 3 jours plus tard, soit 7 novembre. En conséquence, la compagnie revient intégralement à Villard, mais ce dernier n'est pas inventeur. Moser était le père de l'innovation chez Magna de Bon.
La perte de l'innovation et le décès des fondateurs sonnera le glas de la marque qui vivotera jusqu'en 1921, année du renouveau. En 1921, Tero, désirant augmenter son réseau rapidement, prend contact avec les ayants droit de la marque Magna de Bon pour leur acheter le nom et les brevets. Dès lors, le sort des deux marques est lié. C'est dans ces conditions que les avoués lyonnais Paul et Melchior Chalon, nouveaux actionnaires majoritaires de Magna de Bon, engagés aux côtés des Vurpilo dans le rachat de Tero et compagnie en fin 1920, choisissent une stratégie de fusion avec les nouveaux établissements Toro. L'acte du 28 février 1921 qui, dans la foulée, créeront un partenariat commercial avec Peugeot. Mais les profits attendus de cette habile opération tardent à se concrétiser. Peugeot prend ses distances au bout d'un an, et après un passage d'Henri Cuzot à Grenoble pour la réactivation du réseau, c'est un second plan financier qui est appliqué. On cède, courant 1923, la marque Magna de Bon à la manufacture lyonnaise des cycles et motocyclettes et l'usine de Grenoble aux entreprises Meunier. Ensuite, on peut supposer que l'essor des entreprises Toro leur apporte des possibilités financières nouvelles pour absorber la firme de Grenoble définitivement en 1925. Le catalogue du Salon d'Octobre ne mentionne plus la manufacture lyonnaise des cycles. Les dirigeants souhaitent conserver pour Magna de Bon des modèles spécifiques avec une image de performance. La crise, qui débute en 1930-1931, va contraindre la société à supprimer les fabrications spéciales qui importent désormais des moteurs et à aligner intégralement le catalogue Magna de Bon sur celui de Toro dès 1933. Enfin, en 1935, la direction est relocalisée de Grenoble à Dijon, avec pour directeur Jean Hutinel. Tero est alors le premier constructeur français. L'occupation de 1940 à 1944 entraînera l'abandon définitif des ateliers grenoblois et stoppera les productions de motos. En 1946, la production reprend doucement avec les principaux modèles d'avant-guerre à peine retouchés. Il faut attendre 1947 pour voir apparaître la première 125 de type EP, appelée ainsi en l'honneur de son concepteur Edmond Padovani. Cylindrée, qui tiendra Tero en vie tout au long des années 50. Hélas, deux modèles, la 250 OSSD et le scooter, à la conception bâclée, après la mise à l'écart de Padovani, vont miner la réputation de la marque. 1956 est l'année du réveil avec le retour de Padovani aux commandes du bureau d'études et la conception de nouveaux modèles sérieux tels que la Tournois ou la Fleuron. Mais il est trop tard, et le faible prix des voitures d'occasion, la hausse des tarifs d'assurance et le renforcement du code de la route concernant les deux roues aura raison de la moto en France, et ce, malgré l'apparition de nouveaux modèles parfaitement dans le coup tels que la Ténor et la Rallye. Tero est absorbé par une filiale de Peugeot qui se nomme Indénor en 1960. Des machines seront assemblées jusqu'en 1961 à partir des stocks chez Automoto, une autre filiale de Peugeot basée à Saint-Étienne. Sous plusieurs marques du groupe Peugeot. Magna de Bon et Tero disparaîtront définitivement en 1962. Le bilan de Magna de Bon est prodigieux. 19 ans après sa création, la manufacture emploie 450 personnes et vaut 2,3 millions de francs. Elle est la 6e entreprise du département de l'Isère. Au total, quelques 8000 motos sortiront des usines de la marque. Si les motocyclettes restent toujours légères et fiables, les solutions techniques et technologiques adoptées sont avant-gardistes, car il faudra attendre la fin des années 50 pour trouver de série des motocyclettes à moteur culbuté, équipées d'une suspension à fourche télescopique et oscillante. Pour l'adoption du cadre de type Slooper, ce ne seront que les années 80 qui le généraliseront. Les motos sont luxueuses, il suffit de regarder la trousse à outils fournie pour s'en convaincre. Les Magna de Bon n'étaient pas qu'exceptionnelles. Elles étaient la vitrine du savoir-faire technique, industriel, hors du commun, dans le domaine de la métallurgie appliquée, et cela dans les moindres détails. Tant dans la qualité des pièces provenant des fonderies, comme l'aluminium et le fonte, tant dans la complexité de la réalisation des réservoirs traversés par des câbles ou par des tringles. Tant dans les systèmes adoptés pour les types de suspension et de freinage, qu'enfin dans les choix techniques retenus dans le principe de fonctionnement des moteurs et des carburateurs. Toutefois, on peut leur reprocher une médiocre interchangeabilité des pièces entre les moteurs, les codes de tolérance étant approximatifs à l'époque,
et l'absence d'une vraie boîte de vitesse avant 1915. Magna Debon et Terreau restent des motos exceptionnelles qui ont marqué l'histoire de la moto française. Merci à tous d'avoir suivi ce qui est à ce jour le plus long épisode de Mecapod. J'espère que cet épisode vous aura plu. Retrouvez des photos sur mes réseaux sociaux et je vous remercie de vos partages du podcast au plus grand nombre. Et je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté le podcast Mecapod. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.